À la une de l'actualité ce soir, d'importantes décisions au 27e sommet de l'Union africaine à Kigali. Un sommet fait de rebondissements sur la présidence de la Commission de l'Union africaine, mais aussi sur des sujets comme le terrorisme ou le Soudan du Sud. Les conclusions à suivre dans ce journal. Tinkodogo dans le centre-est apparaît comme une ville où se développent plusieurs foyers coraniques. Et ce n'est donc pas étonnant de rencontrer des élèves issus de ces foyers coraniques, mendiants ou enfants de la rue. Les tentatives d'organiser ces foyers sont jusque-là restées infructueuses. Les raisons de cet échec dans cette édition. Incendie au studio à Bazon dans la nuit du 18 au 19 juillet. Selon des témoins, plus rien ne reste désormais du studio à Bazon au passage des flammes. Le studio à Bazon appartient à l'artiste musicien Serge Bambara, alias Smokey. Images et témoignages dans ce journal. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver. Le 27e sommet de l'Union africaine s'est achevé ce lundi à Kigali, au Rwanda. Un sommet marqué par un plan de paix pour le Soudan du Sud, la création d'une taxe pour financer l'Union africaine, le souhait du Maroc de réintégrer l'Union africaine, mais aussi l'annonce d'un passeport africain. Et pour l'élection du nouveau président de la Commission, l'échéance a été reportée en janvier prochain. De retour de Kigali, le point avec nos envoyés spéciaux, Roger Kam et Olopoda. Sans l'avoir souhaité, Nkosazana Lamini Zuma repart de Kigali avec toujours la tunique de présidente de la Commission de l'Union africaine. En l'absence d'un consensus autour de la candidature des ministres des Affaires étrangères de la Guinée équatoriale et du Botswana et de celle de l'ancienne vice-présidente de l'Ouganda, Nkosazana Lamini Zuma a reçu un mandat des chefs d'État et de gouvernement de conduire les rênes de l'institution jusqu'au prochain sommet prévu en janvier 2017. Chaque État s'est fait une opinion au fur et à mesure, ce qui ne nous a pas permis, malgré les éliminations successives de candidats, et sur le dernier candidat qui restait, les États sont restés unanimes que ce candidat ne pouvait pas obtenir non plus les 2 tiers pour pouvoir assurer la présidence de la Commission. Autre menu de cette 27e session de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, l'épineuse question du retrait collectif de l'Union africaine de la Cour pénale internationale qui avait été envisagée lors du précédent sommet. Il a été demandé à chaque pays d'y réfléchir et nous allons nous pencher donc sur cette question, qui est une question quand même d'importance parce que l'Union africaine considère que, évidemment, la Cour africaine de justice, qui à travers le procès Hissène Habré a montré ses capacités également à juger des chefs d'État et donc dans une certaine transparence, et qu'il était important donc que nous assumons plus nos responsabilités que de participer donc à la signature du traité de Rome comme nous l'avons déjà fait. Au sommet de Kigali, les chefs d'État de l'Union africaine se sont engagés à accélérer la création du marché commun africain à travers la mise en place d'une zone de libre-échange continentale. Le constat général, c'est que le commerce entre les pays africains n'est pas développé. Il faut travailler à développer le commerce intra-africain et deuxièmement, se présenter, je dirais, au plan international dans les négociations avec une voix unique de l'Afrique. L'Union africaine, par la voix des chefs d'État, prône un dialogue inclusif pour assurer la paix et la sécurité dans les foyers de tension à travers le continent, notamment au Soudan, en Libye et au Burundi. En marge de cette rencontre, les époux des chefs d'État se sont réunis aussi pour échanger autour de la problématique du sida pédiatrique. Il est question ici de mettre en œuvre des programmes innovants axés sur l'éducation. Roger Kam, Olopoda. Les épouses des chefs d'État africains renforcent leur engagement en faveur de l'éducation des jeunes. À cette 17e Assemblée générale de leur organisation, elles ont décidé de réfléchir sur la promotion des partenariats durables pour réduire le taux de prévalence du VIH-Sida chez les enfants afin d'améliorer la santé et les droits sexuels et reproductifs des adolescents. L'épouse du président du Faso, qui participe à cette rencontre de plaidoyer, a partagé l'expérience du Burkina dans la lutte contre le VIH-Sida. Il s'agit de voir comment tous ensemble, parce qu'aujourd'hui le sida, bien qu'on ait enregistré des progrès dans la lutte contre le sida, il reste encore des poches de résistance, il reste encore des progrès à réaliser. Donc comment tous ensemble mettre fin
au sida chez les enfants et les adolescents, sachant que les enfants et les adolescents constituent notre avenir. Investir dans la santé pour mettre fin aux infections du VIH, les premières dames d'Afrique interpellent ici l'Union africaine et des gouvernants pour plus d'investissement dans le système de santé. L'objectif étant de permettre aux femmes et adolescents d'accéder aux services de planification familiale volontaire, abordables et de bonne qualité. Des services de santé qui répondent aux besoins de ces personnes vulnérables et respectent leurs droits. Et puis, il est une notion en économie qui veut que si l'on réduit la croissance de la population, on peut mieux maîtriser le développement. C'est ce qu'on appelle dividende démographique. En lançant son projet autonomisation des femmes et des dividendes démographiques au Sahel, l'UNFPA vise en particulier à faire en sorte que 6 pays du Sahel atteignent le dividende démographique afin de permettre à la population productive d'être plus nombreuse que la population non productive. Ce 19 juillet à Ouagadougou, le comité s'est réuni pour définir une feuille de route et à cette occasion, environ une dizaine de projets seront validés. Draman Guéné, Souleymane Sanou. Le Burkina, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Mauritanie, le Niger et le Tchad veulent contrôler au maximum leur croissance démographique. Cette ambition régionale, centre d'intérêt de cette réunion, doit sa concrétisation au projet d'autonomisation des femmes et de dividendes démographiques au Sahel. Un projet qui vise à disponibiliser au maximum les produits de santé maternelle et des contraceptifs. Si nous arrivons à faire en sorte que les produits contraceptifs soient accessibles aussi bien dans nos villes que dans nos campagnes, nous aurons fait un grand pas qui va dans le sens de permettre aux femmes de planifier, sinon de décider quand est-ce qu'ils voudront avoir des enfants, réduire la fécondité qui est très élevée de façon générale dans tous ces pays. Le projet est porté par le Fonds des Nations Unies pour la population UNFPA et l'Organisation ouest-africaine de la santé avec la Banque mondiale comme bras financier. Aujourd'hui, il s'agit de faire la synthèse des propositions venues des 6 pays concernés. Il n'y a pas un seul modèle. Les besoins sont différents, donc c'est des projets différents, mais tous ils contribuent un peu à l'amélioration de l'offre de services de santé maternelle, infantile et néonatale. C'est le Niger qui abrite la présidence du comité de pilotage du projet et l'heure est au plaidoyer pour son adhésion totale. C'est ça la composante numéro 3, c'est de faire en sorte que nos leaders religieux, nos chefs traditionnels, toute la communauté nous accompagne pour que ce projet soit viable et les gens vont adhérer. Le projet est lancé en novembre 2015 au Niger avec un budget de plus de 100 milliards de francs CFA dont la moitié est déjà disponible. Juste après l'ouverture de la rencontre, les responsables du projet ont été reçus par le Premier ministre Paul Kaba-Tiba. Il s'agissait pour eux d'aller exposer leurs actions au chef du gouvernement burkinabé. Les détails avec Moukounda Biri. Accélérer la transition démographique et la réduction des inégalités entre les sexes dans la région du Sahel. C'est l'objectif global visé par le projet Autonomisation des femmes et dividendes démographiques au Sahel, en abrégé SWED. La mise en œuvre du projet nécessite des pays membres des actions inclusives et harmonisées. Au Premier ministre Paul Kaba-Tiba, les principaux acteurs sont venus décliner les objectifs d'une rencontre qu'ils organisent dans la capitale burkinabé. Nous sommes là pour valider les propositions de la composante numéro 2 du projet SWED. En l'occurrence, faire en sorte que les femmes aient accès à des produits pour le planning familial, à des produits pour la planification et puis les enfants aussi pour améliorer la santé des enfants. Prévu pour 4 ans, le projet a amorcé sa mise en œuvre il y a une année environ avec l'appui du Bureau régional de l'Afrique centrale et de l'Ouest de l'UNFPA. Et son directeur régional est là pour plaider auprès des autorités burkinabées pour une répartition équitable des fruits de la croissance. Nous avons également insisté pour qu'il y ait un plaidoyer en faveur, à l'endroit de la jeunesse du Burkina, mais également à l'endroit de la jeunesse africaine. Mabengue Gom a par ailleurs fait le point de sa tournée dans le centre-est de Burkina. L'hôte a visité le pôle de croissance de Bagré, un exemple de réussite qu'il aimerait voir se multiplier à travers le continent africain.
Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, Simon Compaoré, en visite dans la région des Hauts-Bassins. Dans l'après-midi du 18 juillet, il s'est rendu à la 2e région militaire, à la 2e région de gendarmerie et à la 2e compagnie d'incendie des sapeurs-pompiers de Bobo-Dioulasso, ainsi qu'à la direction régionale de la police nationale des Hauts-Bassins. Pour Simon Compaoré, sa visite est destinée à féliciter et encourager ses forces de défense et de sécurité. Amadou Lougué, sur place à Bobo-Dioulasso. Ici avec l'état-major de l'armée du camp Ouézin Koulibaly de Bobo-Dioulasso, là avec les gendarmes de la 2e région, le ministre en charge de la sécurité a également rencontré les soldats du feu de la brigade nationale des sapeurs-pompiers de Bobo-Dioulasso et ensuite le personnel de la police nationale. Simon Compaoré s'est entretenu avec tous ses corps des forces de défense et de sécurité de la région des Hauts-Bassins. Partout le même message, le raffermissement des liens au sein des rangs. Je repars confiant que le message est passé. Nous avons également enregistré les attentes fortes de ces forces de défense et de sécurité. Et j'allais dire que c'est des échanges très bénéfiques qui vont nous permettre d'avancer. Et très sérieusement, dans le plan d'ensemble que nous sommes en train de confectionner pour mieux réaliser un maillage conséquent, dynamique, efficace des forces de défense et de sécurité au niveau du Burkina sur l'ensemble du territoire national. Au cours des échanges, les différentes composantes des forces de défense et de sécurité ont souhaité un renforcement de leur personnel et des moyens matériels adéquats pour faire face aux menaces terroristes qui pèsent encore sur le Burkina Faso. Je vous le disais en titre, incendie au studio à Bazon dans la nuit du 18 au 19 juillet. Selon les témoins, rien ne reste plus du studio au passage des flammes. Le studio à Bazon appartient à l'artiste musicien Serge Bambara alias Moké. Qu'est-ce qui est à l'origine de cet incendie? Pour l'instant, aucun élément de réponse. Mais en attendant, le constat de Zalissa Sanfo. Des studios à Bazon, voici ce qu'il en reste. Tout aurait commencé aux environs de 21 h, selon les riverains qui disent être alertés par la fumée qui s'échappait du studio. Je suis venu trouver qu'il y avait déjà du monde. Elle a ouvert la grille, la porte. Et ensemble, on a essayé d'éteindre le feu, mais on n'arrivait pas. On a appelé les pompiers, ils sont arrivés à 22 h, 23 h moins. Sauf des hypothèses pour l'origine de l'incendie. Il faudrait attendre le rapport de la police. On ne sait pas si c'est quoi au juste. Si c'est le tonnerre, si c'est, je sais pas, si c'est un court-circuit. Il y a la Sonabel aussi, il y a eu coupure de courant avant que ça se passe. Tout a cramé, quoi. On a récupéré des disques durs qui ont un peu fondu. On a amené chez un technicien pour voir si on peut récupérer les données, c'est ce qui est important. Puisqu'il y a des gens qui ont leurs projets qu'on a commencé, on n'a pas terminé. L'incendie intervient en l'absence du premier responsable en déplacement au Kenya pour un colloque sur les artistes engagés. Le Ballet citoyen, une association créée par des artistes comme Smokey et Sams Kaludja, vient d'être reconnu ambassadeur de conscience par Amnesty International pour ses actions en faveur des droits humains. L'association a été distinguée pour ses actions contre l'injustice sociale. Le prix a été présenté à la presse ce 19 juillet à Ouagadougou. Amnesty International invite à travers ce prix les dirigeants africains à respecter et à faire respecter la démocratie. Nyarkiteda. Ambassadeur de conscience, le mouvement Le Ballet citoyen le brandit avec fierté. Décerné par Amnesty International, ces prix récompensent les personnes qui ont fait preuve d'un courage exceptionnel pour défendre les droits humains. Depuis 2004, des personnalités politiques et de la culture ont été lauréats. Parmi elles, l'icône mondiale, le Sud-Africain Nelson Mandela. Distingué cette année avec deux autres mouvements de jeunes du continent africain et la star de la musique Angélique Kidjo, le Ballet citoyen dit prendre ses prix avec humilité à plusieurs titres. Humilité d'abord, parce que du haut de nos 3 ans d'âge, nous étions loin d'imaginer recevoir pareille reconnaissance. Humilité ensuite, parce que nous voyons en la reconnaissance de notre mouvement une reconnaissance de l'engagement exemplaire de notre peuple, notamment sa jeunesse,
à défendre à tout prix, y compris du sacrifice suprême, la liberté, la démocratie et l'état de droit. Le Balai citoyen perçoit également cette distinction comme une invite à persévérer dans l'engagement citoyen. Le mouvement dit être toujours égal à lui-même et ne changera pas de lutte. En tous les cas, il compte dévoiler ses futures actions en août prochain à l'occasion de la commémoration de son 3e anniversaire avant d'inviter les organisations mondiales et toutes les nations éprises de justice et de liberté à faire de la liberté des prisonniers d'opinion leur préoccupation majeure. Le ministère en charge de la décentralisation forme les nouveaux élus locaux pour comprendre les enjeux de la décentralisation et être immédiatement opérationnels. C'est le ministre Simon Compaoré qui a procédé au lancement de la série de formations ce 18 juillet à Banfora, dans la région des Cascades. Face aux nouveaux élus, Simon Compaoré a insisté sur la décentralisation pratique pour mieux s'attaquer aux problèmes de développement dans les collectivités locales. Christine Koulibaly sur place à Bobo-Dioulasso pour le compte-rendu. Élus locaux, ils le sont tous et ils sont ici à l'école de la communalisation intégrale. Leurs obligations vis-à-vis des populations, les rapports avec les services déconcentrés de l'administration, bref, les enjeux de la décentralisation, leur sont ici expliqués. Si vous donnez, achetez une voiture, vous donnez à quelqu'un et vous lui donnez la clé, vous lui montrez même pas comment il faut démarrer. S'il n'a jamais rentré dans une voiture, ça va être un peu compliqué. Donc c'est juste le fonctionnement des organes de la commune, j'allais dire, plus exactement. Ça passe par l'état civil, ça passe par les attributions du maire, les compétences du maire et de ses adjoints. C'est quand même un certain nombre de thèmes pour permettre au maire d'être opérationnel immédiatement. En plus d'être immédiatement opérationnel, cette formation devrait permettre à cette 6e génération de maires de bien conduire les opérations en matière de développement communal. C'est un financement que nous avons eu d'un partenaire et nous nous empressons donc de mettre en œuvre ce programme de formation déjà financé pour permettre aux nouveaux élus de bien commencer et d'éviter les erreurs que leurs prédécesseurs ont dû commettre. La formation se tient simultanément dans 3 régions du Burkina, le centre-sud, le centre-nord et les Cascades. Elle devrait par la suite s'étendre aux autres régions du pays. Et puis, comment rendre opérationnel le e-éducation? La question tarot des experts réunis à Ouagadougou. Il s'agit pour ces experts d'éplucher un rapport sur la stratégie d'intégration des technologies de l'information et de la communication dans l'éducation. Aimé Soulange et Guigma. Au cœur des échanges de ces acteurs et partenaires de l'éducation, le document cadre d'opérationnalisation de la stratégie d'intégration des TIC dans l'éducation. Ils ont pour mission de faire un diagnostic de ce document cadre en vue de sa validation. À travers cette stratégie e-éducation, le gouvernement entend se mettre en phase avec les nouvelles perspectives d'enseignement et d'apprentissage. C'est être dans le monde moderne, faciliter la recherche, aussi bien pour les élèves que pour les enseignants. Et c'est un instrument extrêmement puissant de développement. Dans cette ambition, le ministère en charge de l'éducation de base a le soutien de l'UNICEF qui voit les TIC comme un moyen d'élargissement de l'offre et de la qualité de l'enseignement, ainsi que de la gouvernance scolaire. L'UNICEF a accompagné le processus de l'analyse de la situation de la TIC en éducation et aussi élaboré le plan pour démarrer l'effort du Burkina Faso pour introduire les TIC en éducation. Donc notre appui jusqu'ici est plutôt technique que financier. Les participants vont tenter d'adapter la stratégie aux besoins spécifiques de tous les enfants burkinabés, de la tester et de l'ajuster sur la base des apprentissages en vue de sa mise en œuvre efficiente sur le terrain. Dans l'actualité ce soir, Tinkodogo dans le centre-est apparaît de plus en plus comme une ville où le développement des foyers coraniques. Et ce n'est donc pas étonnant de rencontrer des élèves issus de ces foyers. La plupart sont des mendiants ou des enfants de la rue. Les tentatives d'organiser ces foyers sont restées jusque-là infructueuses. Ces mineurs sont donc obligés d'étudier dans des conditions déplorables. Draman Guédé.
Bismillahirrahmanirrahim. Sabbih isma rabbika allazi khalaqa fasawwa wallazi qaddara fahada wallazi akhraja al-mar'a faj'alahu ghusaan ma'ah. En 6 ans d'apprentissage, Ali a acquis cette compétence, celle de mémoriser une bonne partie du Coran. Aujourd'hui, Ali a 14 ans. Il est admis au foyer des talibés ici à Tinkodogo à l'âge de 8 ans. Mineur et innocent, Ali n'a plus de nouvelles de ses parents depuis que ceux-ci l'ont confié à un maître coranique. Nous étudions de 14h à 16h et aussi le soir à 20h. Sinon, tout le reste du temps de la journée est consacré à la mendicité et au repos. Loin et sans aucune chaleur parentale, Ali est obligé d'aborder les gens pour assurer sa ration quotidienne. Aujourd'hui, c'est vendredi. La grande mosquée de Tinkodogo est le lieu de convergence de potentiels donateurs. Les talibés le savent bien et l'ont inscrit dans leur agenda. Je suis au foyer depuis l'année passée. Je mendie pour manger, payer du savon et des habits. Je repartirai chez moi dès que j'aurai fini le Coran. Le phénomène de la mendicité gagne des galons ici à Tinkodogo. Dans les lieux publics, les rues et même les domiciles privés, les talibés n'ont pas le choix. Il faut jongler entre études et mendicité pour survivre. La mendicité, c'est une nécessité parfois. Les gens, ils veulent enseigner, ils veulent qu'on les enseigne, ils ne veulent pas s'occuper de leurs enfants. Le maître aussi n'a pas de moyens pour s'occuper de ces élèves-là. Donc, parfois, les élèves sont laissés à eux-mêmes. En 2013, 222 enfants en situation de rue sont recensés dans la ville de Tinkodogo par l'action sociale. Aujourd'hui, malgré le suivi et l'organisation de leur retour volontaire en famille, la situation persiste. Vous avez les enfants talibés, vous avez les enfants qui quittent généralement leur famille les matins, ils passent la journée dans la rue et le soir ils repartent à la maison. Vous avez aussi l'autre catégorie qui est que les enfants ils quittent carrément la famille et ils passent tout son temps dans la rue. Il y a plusieurs foyers de talibés ici à Tinkodogo. Mais quelle formation ces jeunes enfants reçoivent-ils? La grande question. En agriculture, la FAO a réuni ses maîtres formateurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre pour un recyclage dans le cadre de son concept champ-école agro-pastoralisme. Il s'agit de les amener à s'imprégner de connaissances sur l'adaptation au changement climatique, un processus destiné au projet de résilience climatique. Plus de détails avec Yolande Lompo. Le recyclage préserve l'avenir du temps. C'est ce qui justifie la présence de ces maîtres formateurs de l'Afrique de l'Ouest et du Centre en champ-école sur l'agropastoralisme et sur l'adaptation au changement climatique dans la capitale politique. Pendant une semaine, ils vont allier théorie et pratique en échangeant sur la notion de l'animal, de l'arbre et d'adaptation au changement climatique. C'est des champs vraiment statiques, c'est-à-dire qui sont fixes et qui ne concernaient à l'époque que la production végétale. Au lieu que ça soit uniquement de la production végétale, on va y intégrer maintenant la production animale et avec des aspects qui vont prendre en compte le changement climatique. Il y a une nouvelle approche qui va prendre en compte comment former le pasteur qui n'est plus fixe dans l'espace mais qui se déplace. Une fois recyclés, ces experts pourront à leur tour sur le terrain former les facilitateurs et superviser la formation des agro-pasteurs. Ils seront formés sur un outil qui est adapté à notre région. Il s'agit de champs-écoles agro-pastoraux. Même si nous voulons l'amener à l'intensité, en tout cas, c'est un projet qui va donner beaucoup de renforcement de capacité à nos acteurs. Le Burkina Faso expérimente cette approche de vulgarisation développée par la FAO depuis les années 90. Et puis en culture, des nouvelles du Festival du cinéma africain de Kouribga au Maroc. Un colloque autour du scénario et de la cinématographie africaine a permis ce lundi aux participants de comprendre une nouvelle lecture du scénario et de sa place dans la conception du film en Afrique. Le point avec Mathias Drabo et Kadi Sanogo. C'est autour du thème scénario et cinématographie africaine
que s'est tenu le colloque de la 19e édition du Festival du cinéma africain de Kouribga. Au cours de ce colloque, présidé par Noureddine Saïd, 3 réalisateurs africains bien avertis ont donné leur conception du scénario. Il s'agit du cinéaste sénégalais Mansour Sorawad, du Burkinabé Idrissa Ouedraogo et du Marocain Hicham Lasri. Il ressort de ces différentes communications que si le scénario est une phase très importante dans le démarrage de toute production filmique, le statut du scénariste reste éphémère et périssable. Un film, c'est d'abord le regard d'un cinéaste, c'est d'abord la singularité. C'est ça qui fait les grands films. C'est parce qu'on ne peut pas les reproduire, même à travers un texte ou un scénario. Le scénario, c'est un outil de travail important pour pouvoir à la fois expliquer les intentions, expliquer ce qu'on a envie de faire, expliquer en fait parfois aux financiers, expliquer aux institutions, voilà le déroulement, expliquer à un monteur aussi comment il va monter les enchaînements de séquences. Moi, je crois que j'ai fait beaucoup de films en écrivant moi-même. Moi, je suis pour l'indépendance totale de la créativité, ce qu'on a partagé avec les gens, sa pensée profonde, son amour pour le cinéma. Il ne peut pas y avoir un intermédiaire entre celui qui pense, écrit et donne et le public, c'est tout. Pour Hicham Lasri, l'un des meilleurs scénaristes du Maroc, le scénario n'a jamais été la vraie structure d'un film. La vraie structure d'un film, c'est la magie. Melania Trump, accusée d'avoir plagié Michelle Obama, la femme de Donald Trump, a affirmé lundi soir à la convention républicaine que son mari était prêt à diriger le pays, mais ce sont surtout quelques phrases semblant empruntées à un discours de Michelle Obama qui ont provoqué une vive émotion. We're raised with so many of the same values, like you work hard for what you want in life, that your word is your bond, that you do what you say you're going to do. My parents impressed on me the values that you work hard for what you want in life, that your word is your bond, and you do what you say and keep your promise. That you treat people with dignity and respect, even if you don't know them, and even if you don't agree with them. That you treat people with respect. They thought and showed me values and morals in their daily life. That is a lesson that I continue to pass along to our son. And we need to pass those lessons on to the many generations to follow. And Barack and I set out to build lives guided by these values and to pass them on to the next generation, because we want our children and all children in this nation to know that the only limit to the height of your achievements is the reach of your dreams and your willingness to work hard for them. Because we want our children in this nation to know that the only limit to your achievements is the strength of your dreams and your willingness to work for them. It's no comment. Et puis on referme ce journal avec la revue de presse des quotidiennes ce mardi, une lecture croisée des médias proposée par Abdourahmane Zongo. Attention, un autre 1er septembre prévient le pays suite aux dégâts causés par la forte pluie du 10 juillet dernier, non comptant certainement celle de la nuit dernière. Une inquiétude légitimement partagée par le CONASUR qui n'assure point en ces termes. Nous avons le cœur serré chaque fois qu'il pleut. Autre fait sans lien avec ce qui précède mais tout aussi effrayant, rapporte l'Express du Faso, une femme et une fille, pour des raisons non encore élucidées, meurent électrocutées à Bobo-Dioulasso, l'une dans une alimentation et l'autre à proximité d'une boulangerie. Autre actualité, à Kigali, l'Afrique a échoué dans le choix du successeur de la présidente de la commission de l'UA, constate l'Obs, qui en déduit que cet échec conduit à un lenga, c'est-à-dire à un bonus forcé de 6 mois pour une présidente qui n'en veut plus, au regard, argumente notre confrère, des ambitions nationales de Mme Zuma en Afrique du Sud. Cet échec analyse aujourd'hui au Faso
rappelle tristement les désaccords de l'UA. Par ailleurs, remarque le journal, l'impossibilité d'avoir pu trouver un successeur à Zuma est une aubaine pour le Tanzanien Jakaya Kikwete et le Sénégalais Abdoulaye Bathily. Quant aux aspects positifs de ce 27e sommet de l'UA, énumère le quotidien d'État Sidoya, l'officialisation du passeport africain et l'autofinancement désormais de l'UA. Voilà, c'est tout pour cette édition. Jacques Tarpaga vous retrouve pour la dernière édition. D'ici là, excellente suite de programmes sur la RTB. Au revoir.